Non, pardon, enregistrement. Voilà, c'est enregistré. Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude maintenant, ça fait déjà un petit temps que je le fais. Il est temps de vous parler de mon cinéma du mois passé. Donc, pour la deuxième fois ce mois-ci, parce que comme, comme je vois beaucoup de films, je me suis rendu compte qu'en une fois c'est lourd pour tout le monde. Donc, je fais en plusieurs fois. La fois passée, pour le cinéma de mars, donc du mois passé, on avait regardé tout ce qui est film plutôt de genre, hein, on va dire. Il y a une catégorie qui était dédiée principalement aux films du bif, vu que j'ai voulu spécifiquement en regarder quelques-uns pour préparer le bif de cette année. Donc le bif, pour rappel, c'est le Brussels International Fantastic Film Festival, qui est un festival international du film fantastique qui se déroule à Bruxelles, comme mon incroyable accent anglais vous l'a déjà démontré. Et donc, j'avais regardé plusieurs de ces films. Il y avait Moloch, ça se prononce Moloch parce que c'est un film hollandais, hein, qui s'appelle Le Sacrifice aussi en flamand, en français, pardon, en flamand, qu'est-ce que je raconte. Mais voilà, comme c'est hollandais, c'est Moloch. C'est beaucoup plus beau en plus, hein, moi je trouve, parce que Moloch, c'est quand même nul, quoi, hein, je sais pas, mais alors que Moloch, directement, c'est stylé, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, voilà, je vous laisse réfléchir sur la question, je pense que c'est important. Ensuite, il y avait Night Ride, Mad ID et Vesper Chronicles. Donc quatre films très très différents d'ailleurs, puisque le premier c'est plutôt vraiment du fantastic horror classique. Night Ride c'est plutôt un thriller orienté criminalité, quoi, style mafia et tout ça. Mad ID c'est de la parodie pure et dure. Et Vesper Chronicles, c'est de la dystopie. Donc, pour dire aussi que le BIF, film fantastique, ils ont une acception très très large du concept, ce qui permet de ne pas se lasser, en fait. C'est quand même intéressant. Donc, à ce sujet, je vous parlerai peut-être très rapidement des films que j'y ai vus cette année, des ambiances que j'y ai vécues aussi, c'est quand même intéressant. J'avais parlé, donc, pour dire rapidement, Moloch, que j'avais bien aimé. Night Ride, c'est une tentative intéressante parce que c'est un film tourné en un seul plan séquence, mais voilà, ça ne convainc pas entièrement pour autant. Mad ID, c'est très drôle, mais il faut être dans le délire, donc c'est de la parodie sur la Suisse, on va dire. Et Vesper Chronicles, voilà, ça c'est une dystopie qui est enfin, qui est très intéressante en fait, et qui est bien tapée, qui est à peine dystopique en réalité, on n'est pas très très loin de la société qui est décrite dedans. La seule différence, c'est qu'on n'a pas des technologies aussi avancées, mais sinon, c'est the same, ce qui est le principe aussi de la dystopie. Hein, donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Pour Mad ID, quand même, pour rappel, parce que ici j'ai dit faut être dans le délire, mais c'est un film quand même qui est un film de fan, hein, donc qui a été rendu gratuit pendant longtemps via le financement participatif. Donc comme ça a été très bien financé, ils ont permis à tout le monde d'y avoir accès pendant, je pense, un an en streaming gratuit sur le site avant de le distribuer commercialement. Ce qui est un geste vachement osé et vachement dangereux, mais bon, voilà, ça montre le dévouement et le côté fan, quoi. Donc il y avait Beyond, ensuite les autres films, il y avait Beyond the Black Rainbow, qui est un espèce de trip complètement halluciné qui avait été très chouette. Unbreakable, qui est un film incassable de M. Night Shyamalan, qui m'a pas convaincu du tout. Threads, qui est un film. Je reviens plus sur le nom du réalisateur, je pense que c'est Peter Mitchell, mais je dis peut-être n'importe quoi parce que moi les noms c'est vraiment pas mon délire. Qui est un film catastrophe sur la bombe nucléaire qui est extrêmement bien tapé parce que c'est quasiment de docu-fiction et c'est glaçant. C'est extrêmement déprimant. Basic Instinct, qui est un film très connu de Verhoeven, qui, comme d'habitude avec beaucoup de films de Verhoeven, est considéré comme un film à la con. Enfin, un film à la con, en tout cas un film tape à l'œil, quoi, disons, avec une dimension érotique qui est racoleuse, voilà, ce qui est pas le, enfin, moi je trouve pas du tout. Moi je trouve que c'est un film qui dit plein de choses et qui le dit très bien et avec clairement beaucoup de travail aussi derrière qui fait que c'est pas de l'érotisme à des fins purement commerciales exclusivement. C'est vraiment c'est un vrai travail derrière qui mérite d'être salué et de pas être méprisé. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de méprisable à l'érotisme en soi, hein, mais bon, c'est juste là, c'est passé à côté du sujet, c'est très triste quoi. Saw 4 qui est pas le meilleur, franchement, ça s'installe dans la monotonie, on va dire. Les dissociés qui étaient une très bonne surprise, franchement, j'avais beaucoup aimé.
C'est un univers qui fonctionne, et alors il y a un côté très jusqu'au boutiste dans la façon dont il est utilisé, et We Have a Ghost, qui est une catastrophe industrielle. J'avais revu j'avais regardé un petit bout du live pour me donner une idée. Je pense que j'ai passé genre une demi-heure rien qu'à râler sur le film La Faut Passer. Donc si vous avez envie de me voir m'énerver dans le vide, n'hésitez pas à aller sur YouTube. C'est là pour ça. Voilà, voilà. Alors, donc ça c'est les films dont j'avais parlé. Il reste encore ces films-là. Et aujourd'hui, on va parler de ces films-là. Et je viens de me rendre compte qu'il manque une affiche parce que il y a aussi un autre film. Ici, Ambulance, c'est de Michael Bay. Il y a un autre film de Michael Bay qui devrait être là, qui est No Pain, No Gain. J'en parlerai et je regarderai. Je vais peut-être vite profiter qu'on n'est pas encore rentré dans le cœur du sujet pour rajouter une image. Comme ça, on est un peu plus dans le visuel, quoi, hein. On fait dans le visuel ici, c'est quand même le but. C'est le sujet et c'est le média, donc le médium. Voilà. Donc on va faire ça. Surtout que c'est pas pour les 3 secondes et demie que ça va prendre de rajouter une image. Tout petit instant du coup. Abracadabra. Nous avons une image. Voilà, voilà, donc c'est les films dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler du coup de ces films directement, ce que je voulais vous faire, c'est un petit retour sur ce que je fais pour le moment, déjà, premièrement. Donc pour le moment, moi, j'ai lancé mon Instagram il y a 2 semaines environ, et franchement, ça me fait kiffer, ça marche très très bien. Donc il y a des visuels, pour le moment, c'est tous les jours, en tout cas, ou presque, parce que j'essaye un petit peu de rester dans le thème du bif qui est là actuellement. Et donc, comme c'est un festival qui est ramassé dans le temps, autant essayer de bourrer un max pour avoir du contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tous les jours, je parle de nouveaux films. Je crois qu'il y a mon lien sur Twitch, et sinon, je vais le remettre ici après le live. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien parce que ça me permet aussi de vous parler de films sans devoir forcément en faire une tartine. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, généralement, je vais venir en parler ici. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je fais pour le moment. J'ai plein d'idées qui sont en cours. J'essaie d'améliorer aussi la qualité technique. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu modifié mon éclairage. Et ça rend déjà un peu mieux d'ailleurs. Je pense que je vais encore faire quelques petites modifications. Mais c'est plus uniforme, c'est moins éclaté au sol, on va dire. Parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais avant. Ce qui n'a rien à voir aussi, mais je vais quand même vous le montrer. Tant que j'y pense, non, je vais oublier. Je suis en train de lire ceci. La dramaturgie, l'art du récit de Yves Lavandier. Et je pense que je vais vous en parler à un moment donné en live. Et peut-être qu'on pourrait lire peut-être 1 ou 2 extraits rapides, sans forcément rentrer dans le cœur du truc. Je me rends compte que j'ai un peu abîmé la couverture, je suis un gros naze. C'est parce que je le transporte, hein. C'est un bouquin de tout de suite 800-900 pages si on compte les annexes, et grand format, et je le balade dans un sac en bandoulière, donc forcément avec tout mon matériel ça s'abîme un petit peu. J'essaie de faire attention, mais voilà. Et c'est un livre, donc je vais peut-être le reprendre et vous le remettre. Donc la dramaturgie, Yves Lavandier, l'art du récit. Il faut savoir que Yves Lavandier, bon, il a été script doctor, il a été formé aux États-Unis et tout, et il a écrit ce bouquin, la dramaturgie, il y a déjà un certain temps, mais il a été pendant très longtemps auto-édité, sans doute parce que c'est pas hyper rentable, et aussi parce que en fait, en France, en Belgique, en Europe de manière générale, c'est assez compliqué le rapport qu'on a. D'ailleurs, il en parle dans sa préface, et peut-être que je reparlerai aussi par la suite. C'est assez compliqué la question du scénario, en fait. C'est-à-dire et de la dramaturgie. C'est-à-dire que la dramaturgie, c'est l'art, en fait, comme il le met, l'art du récit. Donc l'art, en fait, de mettre en tension des éléments au sein d'une fiction, finalement.
ou pas, hein, pas forcément d'une fiction, mais donc de raconter une histoire d'une façon qui soit intéressante et engageante. Et en fait, il y a un problème, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets en Europe notamment, c'est qu'il y a une grosse tendance à considérer que une bonne histoire n'a pas besoin d'être d'être manufacturée, d'être travaillée. C'est une tendance ça a tendance à un petit peu se dissiper, fort heureusement, mais il y a ce côté très réalisme à la française, qui prend lui-même ses racines dans une espèce de culte de la règle et de l'esthétique du classicisme français, qui peut être très très agaçant avec ce délire que ben, en fait, voilà, on va avoir beaucoup de cinéastes français, par exemple, ou belges, qui vont se complaire dans des récits qui vont être finalement très pauvres, dans l'idée que ben, on doit, en tant que spectateur, être intéressé par l'histoire, parce que c'est du naturalisme, c'est comme ça que c'est concrètement, réellement, ce qui est évidemment totalement faux. Hein, je veux dire, généralement, faut pas faut pas perdre trop de temps pour se rendre compte que finalement, ben, c'est du cinéma. Du cinéma, c'est que du faux. Tout est monté, tout est mis en scène, tout est tourné avec des acteurs. Il n'y a rien qui est vrai et il n'y a rien qui sera jamais vrai en fait. Le cinéma, c'est pas la recherche du vrai total. Bon, il y a eu cette tendance qui a existé évidemment, mais c'est une tendance qui est relativement marginale par rapport au fait que, par rapport à la réalité du fait que le cinéma est un objet manufacturé de A à Z, quoi. Hein. C'est le cinéma, ou les séries, ou la littérature, etc., etc. Il y a toujours évidemment une tension vers le réalisme qui est importante et nécessaire, voire vers le naturalisme, voire vers une forme de vérité, de recherche de la vérité, qui est importante, hein. Elle est importante, mais elle ne doit pas faire oublier que fondamentalement c'est du faux. C'est une façon de faire croire à du vrai qui est fondamentalement fausse, quoi. Et c'est pas grave, hein, on a besoin parfois d'utiliser des outils pour accéder à une forme de réalité. Et donc en fait, alors que ce type d'ouvrage c'est essentiel pour beaucoup d'auteurs, beaucoup de scénaristes, de metteurs en scène, etc., de dramaturges au sens large, ben, c'est pas très très mis en avant, c'est pas très très bien considéré. C'est un peu, il y a un peu ce cliché de faire des fictions à l'américaine, quoi. Si c'est plaisant, si ça essaye de plaire, de proposer du suspense et des choses comme ça rentre dans la catégorie genre, ou alors dans la catégorie fiction à l'américaine. On s'éloigne de l'idéal de vérité, de l'idéal d'élégance naturelle de ce qui est vrai, quoi. Et c'est un peu faussé et problématique, d'autant plus que du coup, on a des ouvrages comme celui-là qui sont essentiels, qui sont dans toutes les bibliothèques des gros auteurs et qui pourtant n'arrivent pas à se maintenir à tête hors de l'eau, quoi. Je veux dire, c'est terrible d'avoir des ouvrages reconnus comme ça qui n'arrivent pas à s'éditer efficacement. Et donc l'édition en question, je vais reprendre pour la 5e fois le bouquin devant moi, c'est Les Impressions Nouvelles, donc c'est un bouquin qui m'a été offert, je remercie largement la personne qui me l'a offerte qui se reconnaîtra, qui en fait, bah du coup c'est une réédition et aussi une édition augmentée, revisitée, qui trouve enfin du coup bah, à la fois son public et sa destination, quoi. Donc c'est très chouette. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense quand je l'aurai terminé, parce que je pense que c'est intéressant, et peut-être qu'on lira aussi, du coup, comme je le disais, des extraits, et pourquoi pas des articles du monsieur. Et ce sera l'occasion de vous recommander d'autres bouquins que j'ai dans ma bibliothèque en rapport avec ça, je pense. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de mes projets pour le futur proche. Quand je dis futur proche, à mon avis, c'est échéance 1 à 2 mois, hein, c'est pas forcément la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a déjà des choses qui sont prévues. Je me demande si... Normalement, j'ai ici quelque part... Voilà, abracadabra. Mon calendrier de streaming pour le mois d'avril. Je vais essayer avant la fin du mois de vous communiquer via Instagram notamment la version pour le mois de mai. Comme ça, on sera paré. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai que je voulais vous faire un petit retour sur Troll et Légendes. J'en ai parlé rapidement au début du stream passé, donc je ne vais pas le refaire.
Mais il faut que je prenne le réflexe de prendre suffisamment d'images, etc. Le 11 avril, j'ai été voir Suzume no Tojimari au BIF. Et j'ai été voir, je ne l'ai pas noté ici parce que c'était pas certain que je le fasse à la base, mais le dimanche 16, j'ai été voir Sisu, euh, aussi au BIF. Donc je vous en parlerai aussi peut-être rapidement juste après. J'ai encore un stream qui est prévu le 19, donc mercredi prochain, pardon. Mercredi prochain, donc je vous parlerai encore de mon cinéma d'avril, de mars, pardon, j'ai des bêtises. Et alors j'irai voir Aliens Abducted My Parents. Non, qu'est-ce que je raconte? Je mélange tout, désolé. Donc, ouais, le 16, j'ai été voir Sisu, c'est ce que je disais. Le 19, c'est aujourd'hui, c'est le stream d'aujourd'hui. Il y aura encore un autre stream mercredi prochain, le 26. Donc, c'est celui dont je parlais. Demain, je vais aller voir Aliens Abducted My Parents and Now I Feel Kinda Left Out, qui est un autre film au BIF. Et le 27 avril, il y aura encore un stream cinéma. Donc, le 26, ce sera plutôt un débrief de l'ensemble du BIF pour vous dire ce que j'en ai pensé, pour vous parler un peu plus globalement de comment ça fonctionne et tout. Et alors le 27, ben, je ferai la fin de mon cinéma de mars. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la fin du mois ici. Pour ce qui est du mois prochain, comme je vous dis, ça va dépendre énormément de où j'en serai dans ma lecture notamment. Mais il y aura évidemment la rétrospective du cinéma de mars notamment. Voilà. D'avril, pardon. Je vais y arriver. Et évidemment, entre-temps, moi, dès que j'ai l'occasion de le faire et dès que c'est possible pour moi, je vous parle de Resident Evil 4 et je vous montre surtout Resident Evil 4 et sans doute d'autres jeux à streamer, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer? Oui, bah, je vous parlais de deux films que j'ai été voir au BIF. Donc, il y a eu Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai, qui est donc son dernier film, qui est vraiment très très sympa, quoi, hein. J'ai pas envie de le comparer à ses précédents parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est encore une valeur sûre, comme d'habitude. On passe un très très bon moment. Le film est extrêmement esthétique, est extrêmement bien amené. Et, et voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà parlé au début du précédent stream. Donc voilà. Par contre, je peux vous parler un petit peu de Sisu. Donc Sisu, c'est un film d'un réalisateur finlandais dont j'ai peur d'écorcher le nom, donc je ne vais pas dire son nom ici et maintenant. Mais donc c'est un film qui parle d'un... Donc c'est une fiction sur la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1944, on a les occupants allemands qui sont en déroute. Et alors ils croisent la route d'un chercheur d'or qui a trouvé une grosse pépite, ou plutôt un filon, un gros filon d'or. Donc c'est un mec c'est un vieillard comme ça qui vit en ermite dans la nature et qui cherche de l'or. Le gars, clairement, on voit qu'il a décidé de vivre en reclus, hors de la société. Excusez-moi. Et en fait, donc, il croise une colonne de soldats allemands, plutôt de soldats SS, qui sont en déroute, qui ont ordre de se replier vers Berlin. Et en fait, le truc, c'est que le chef de la colonne, il se rend très vite compte que le chercheur d'or en question, ben, il a trouvé plein d'or. Et il se dit que c'est sa porte de sortie, parce qu'évidemment, il a bien compris que la défaite allemande qui était en train doucement d'arriver allait lui causer de gros soucis, parce que lorsque la guerre serait finie, ben, il allait être jugé, évidemment, pour ses crimes, parce que c'est un SS et qu'il a fait des belles cochonneries. Donc il se dit que au lieu de se replier, il allait joyeusement déserter et surtout récupérer l'or qui lui permettrait de reconstruire sa vie avec l'aide de ses soldats. Le problème, c'est que le gars qu'il essaye de flinguer, hein, le chercheur d'or, ben, c'est genre une grosse machine de guerre. C'est genre John Wick, quoi. On sent hein, l'influence. Il se balade avec un chien. Il y a le chien qui manque de se faire crever. Il y a plein de plans et de symboles qui sont des références à John Wick et à ce type d'univers-là. Y compris le fait que, en fait, c'est devenu une terreur pour les Russes qui lui ont donné un surnom
un surnom terrifiant, qui n'est pas Baba Yaga comme John Wick. Évidemment, au bif, c'est le premier truc que tout le monde a sorti, hein, mais qui est, je ne sais plus comment ça se prononce, mais en gros, la légende. Et donc, ce gars-là, c'est un genre de fou furieux, mais il est complètement surhumain. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous dévoilerai pas le détail de tout ce qu'il fait pour échapper aux Allemands et pour vaincre ses adversaires, mais il fait tout. Tout. C'est inimaginable et ça rend le film aussi extrêmement jouissif. Donc c'est en gros un délire d'1 heure et demie où il n'y a rien, qui fait sens, mais où on prend beaucoup de plaisir à voir des nazis se faire flinguer. Et franchement, je recommande énormément ce film dès qu'il sera distribué plus largement, parce que c'est un gros concentré de fun, quoi, franchement. Avec un acteur principal qui a une gueule incroyable, qui aide beaucoup à vendre le film, et aussi un jeu qui vaut tout autant le détour. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi. J'ai autant de mal à ne pas vous bailler à la gueule, mais c'est comme ça et je ne peux pas m'en empêcher, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, voilà. Donc, Aliens Abducted My Parents and Now I Feel Kinda Left Out, c'est le prochain que j'irai voir et ça promet d'être plutôt sympathique. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense quand je reviendrai. Ok, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de plein de choses et on peut se lancer directement maintenant dans le cœur du sujet, tous ces films que j'ai vus au mois de mars. Est-ce qu'on va commencer par les Miyazaki? Oui, on peut faire ça, on va commencer par les Miyazaki. Voilà, tout le monde les connaît. Je vais pas essayer de dire des choses extrêmement originales sur ces films, mais peut-être que la première chose que je peux vous dire, c'est qu'ils sont disponibles sur Netflix. Tout Miyazaki, je pense, est disponible sur Netflix. Et franchement, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Parce que c'est des grands films. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'arrête pas de bailler, c'est infernal. Voilà, voilà. Donc, ce sont vraiment des très très grands films. On va peut-être parler d'abord du Château dans le ciel parce que c'est le plus ancien, qui est un film de 1986. Donc, pour ne pas me perdre dans ma narration, je vais prendre devant moi un petit résumé que j'avais mis sur le côté. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bah, mais enfin, j'y ai mis les choses, moi. Ah oui, il est ici. Donc, des pirates du ciel, la bande de Dora, attaque une forteresse volante. Ils recherchent une pierre volante appartenant à une jeune fille, Chita, retenue prisonnière. Cette dernière arrive à s'enfuir pour atterrir chez Pazu, un garçon de son âge. Tous deux découvrent qu'ils ont un point commun, Laputa, une île légendaire flottant dans le ciel. Le père de Pazu l'avait vu de ses propres yeux, mais personne ne l'avait cru, le laissant mourir de chagrin. Mais Chita a cette pierre volante qui conduit jusqu'à l'île. Poursuivi par les pirates et par Musca, un agent des services secrets épaulé par la flotte de l'armée, les deux enfants s'entraînent pour y arriver avant eux. Musca veut se servir de la jeune fille pour parvenir à régner sur ces terres. Voilà, voilà. Donc en gros, on a ces deux personnages principaux que sont Chita et Pazu, qui sont coincés entre les pirates du ciel et le gouvernement, ou en tout cas des représentants du gouvernement, alors qu'ils essayent simplement de vivre leur vie et de se préserver, quoi, finalement. Et donc, c'est un film qui est très très beau visuellement. D'ailleurs, il a marqué tout le monde, notamment avec le design des golems du château dans le ciel, hein, de l'île volante, qui sont très très beaux, très intéressants, très fascinants. Et ce design d'île volante qui sont envahis par la végétation, notamment. Enfin, voilà, c'est un très très gros point fixe dans l'histoire de l'imaginaire, même, je dirais. Alors que, à l'époque, curieusement, ça n'a pas été. Oui, oui, oui. Liz Butterfly qui me dit la passe miroir. Effectivement, c'est très difficile de ne pas voir dans la couverture célèbre et dans le roman La passe miroir une influence très très nette du château dans le ciel. C'est aussi, moi ce que j'aime bien aussi en dire, c'est
moi, un truc qui me marque beaucoup en voyant des Miyazaki, spontanément, c'est que ça fait partie des rares films où on voit vraiment des gens au travail, donc des travailleurs dans leur vie quotidienne. Par exemple, il y a une scène où on voit Pazu donc Pazu il est ici, hein, et Shita qui est ici, où on les voit en fait partager le repas de Pazu dans sa gamelle de mineur, quoi. Parce c'est un enfant, mais il travaille à la mine. On voit aussi plein d'ouvriers avec toute de la solidarité, des choses comme ça et tout. Donc des messages qui sont très chouettes et qui sont très très loin de ce qu'on voit souvent dans l'animation où on se concentre sur des personnages individuels, ou même de manière générale dans le cinéma. Hein. C'est rare qu'on voit des masses en mouvement, c'est même plutôt contre-intuitif dans le cinéma actuel. Et du coup, c'est vraiment un truc dont on se rend compte en fait en voyant le film et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, on dit souvent de ce film et de beaucoup d'autres films de Miyazaki que ce sont des fables écologiques, féministes, etc. Ce qui est très vrai, mais je trouve que c'est une lecture qui est un peu triste parce que c'est une lecture et je sais que les gens vont trouver ça étonnant d'entendre ça, mais qui dépolitise énormément Miyazaki. Parce que ce sont des thèmes, ce sont des thèmes forts, évidemment, le féminisme et l'écologie, mais ils s'inscrivent en fait dans une logique de Miyazaki qui est de remettre en question un ordre établi. Et ça, je veux dire, Miyazaki, il est ouvertement, il a ouvertement des sympathies de gauche radicale, même plus que ça. Donc franchement, c'est toujours étonnant à quel point on peut voir, notamment quand on voit les critiques, quand on voit les analyses, quand on voit les experts, les philosophes, les machins, qui parlent à la télé, à la radio, dans les livres de Miyazaki, faire des numéros d'équilibristes pour passer à côté de l'engagement revendiqué et assumé totalement de Miyazaki et de son studio politiquement, alors qu'il transpire de toutes les images du film, quoi, je veux dire. Si ça parle d'écologie, si ça parle d'anti-guerre, si ça parle de féminisme, si ça montre des gens qui sont au travail et qui sont une masse qui s'oppose collectivement soit à l'opportunisme d'un petit groupe, soit à un État qui est l'incarnation d'intérêts individuels. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de développer beaucoup plus que ça. C'est assez évident à quel point, c'est même pas tellement le fait de dire oui, Miyazaki, il est très à gauche. C'est le fait que ça me saoule en fait de voir à quel point on fait des efforts pour passer à côté, alors que n'importe qui voit un film de Miyazaki ne sait pas passer à côté. C'est évident. On ne voit que ça, en fait. À ce sujet-là, je recommande d'ailleurs, il y a une vidéo de Bolshevik qui parle de Miyazaki et des films des studios Ghibli qui en parlent assez bien. Je l'ai vu il y a très longtemps, donc je ne saurais plus vous donner le détail, mais c'est une valeur, généralement Bolshevik, c'est une valeur assez sûre sur le sujet. Donc, donc c'est vraiment un très très beau film, aussi bien par les thèmes abordés que par la façon dont il les aborde. C'est esthétiquement exceptionnel. C'est vraiment un des plus beaux visuellement. C'est un des plus marquants. Il a tellement marqué l'imaginaire, comme je le disais, qu'on ne s'est pas passé à côté. Et en plus, voilà, il a ce côté très frontal, très radical dans sa façon d'évoquer des problèmes que je trouve intéressant. Et honnêtement, je préfère que les gens s'en fassent de vrais avis spontanés en allant les regarder, plutôt qu'en allant lire le énième philosophe de comptoir qui écrit son cinquième livre sur Miyazaki en se masturbant sur le fait que voilà, il fait des fables écologiques, altermondialisme, machin, en passant littéralement à côté du contenu des films et de la biographie du gars parce que c'est plus facile à assumer, quoi. Voilà, voilà. C'était mon petit coup de gueule du moment. On va passer du coup à un autre Miyazaki, comme ça je continue mon coup de gueule un petit peu. Le château ambulant. Et en fait, le château ambulant, je sais pas, c'est un truc que je dis souvent.
Mais je sais pas pourquoi, mais je considère vraiment que c'est mon Miyazaki préféré. Il me parle énormément en fait. Celui-là, je pense que je peux vous résumer plus facilement comme ça, à main levée, on va dire. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est couturière dans une ville. C'est un univers alternatif très inspiré de l'Europe de l'ère industrielle, hein. En pleine époque de l'impérialisme et des guerres d'empire. Et il se trouve que dans cet univers alternatif, ben, la magie est courante et même assez présente en fait. Et donc en fait cette jeune fille, elle a une petite caractéristique personnelle qui est qu'elle se trouve pas belle. Et comme elle se trouve pas belle en fait, elle va être punie en fait par une sorcière. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, elle va faire la rencontre d'une sorcière qui va la maudire et elle va en fait faire ressortir physiquement la vision qu'elle a d'elle-même en fait. Donc en gros, elle va devenir une vieille dame. Elle va la transformer en vieille dame, mais on verra que ça fluctue pendant le film. C'est un peu compliqué. Qui du coup, alors que c'est une toute jeune fille quoi. Et elle décide d'aller chercher l'aide d'un magicien qui vit dans un château dans les Landes. Donc le château, c'est ce qu'on voit ici. Et donc ce magicien dont j'ai plus le nom en tête, ce magicien en fait va la recevoir et va l'accepter parce qu'elle va un peu s'imposer hein, d'elle-même, va l'accepter en tant que domestique. Au début en fait elle va cacher son identité réelle alors qu'en fait elle a déjà elle a déjà croisé le magicien dans sa ville avec sa première apparence de jeune fille. Elle va cacher qui elle est et le sort qu'elle a subi parce que une des clauses de la malédiction est qu'elle est tout à fait incapable en réalité de dire qu'elle a été maudite. Donc elle va entrer au service du magicien en espérant qu'il se rende compte. Et au passage, ben, elle va faire la rencontre ben, de tous les personnages qui entourent le magicien, notamment un esprit un démon en fait, qui est un espèce d'esprit du feu qui réside dans la cheminée du château et qui fait qu'il est animé. Il y a aussi un tout jeune garçon se présente comme l'apprenti du magicien et qui en fait sert aussi de domestique mais aussi de distracteur pour les personnes qui viennent voir le magicien. Et il y a aussi un autre personnage qui arrive un peu par hasard, parce qu'elle le rencontre sur le chemin, qui est un épouvantail, qui est manifestement quelqu'un qui a été maudit aussi, même si ils n'en savent pas beaucoup plus, et qui la suit partout et qui l'aide autant que possible. Et donc en fait, ce groupe de personnes va essayer de faire sa place, de vivre leurs différents problèmes. Notamment le magicien, en fait, c'est un très beau jeune homme, mais qui a une angoisse obsessionnelle sur son apparence. Euh, et en fait, ces personnages vont essayer de... C'est Aoru, en fait, qui s'appelle le magicien. Voilà, ça vient de me revenir. Autrement dit, Howl en anglais. Voilà. D'ailleurs le titre en anglais du film, c'est Howl's Moving Castle. Moving Castle, pardon, voilà. Et donc en fait, Aoru, il est obsédé par son apparence. La jeune fille, elle veut retrouver son apparence d'origine et elle a du mal à s'aimer, clairement. Enfin, bref, tous ces personnages vont essayer de trouver un petit peu leur place, alors que des conflits deviennent de plus en plus forts entre les empires, qu'il y a une guerre ouverte qui se déclare, que les magiciens sont mobilisés de force pour aller au front. Et en fait, le film est juste extrêmement beau, quoi. Et c'est intéressant parce qu'il se focalise énormément en fait sur ce qui est pas souvent en fait le point de vue de Miyazaki. Généralement, il va plutôt voir les dynamiques globales générales, les grands mouvements. Ici, il se focalise vraiment sur la façon dont les grandes les grandes causes en fait ont des conséquences sur la vie de tout le monde et créent des personnes abîmées.
même on peut dire aliénés, même si ici il ne s'agit pas trop d'aliénation au sens du travail, mais au sens plus général de personnes qui sont abîmées. Et voilà quoi. Moi, c'est un film que je trouve extrêmement poétique, extrêmement beau, et je le recommande sans hésiter. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de le voir. Il a une très belle bande son par ailleurs, ce qui convient d'être noté quoi. Et vraiment, il est très 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 beau quoi. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour les deux Miyazaki. Je les ai déjà vus, hein, je les ai revus ici euh, au cours du mois de mars avec ma compagne. D'ailleurs, Frozen 2, on l'a revu dans ce même contexte tous les deux. Et c'est un film que moi je trouve toujours globalement assez sympathique. Voilà, c'est un Disney avec les limites que peuvent avoir les Disney. Euh, mais il faut dire que c'est un film qui trouve son équilibre et qui trouve son public et qui est plutôt convaincant en présentant des personnages qui sont en fait très très humains. Je pense que c'est ça qui fait que la recette fonctionne bien. Donc en gros, Frozen 2, au début de Frozen 2, il y a, euh, il y a Elsa et Anna. Bon, tout ce qui s'est passé dans le 1, ça, c'est un peu. C'est réglé, quoi. Mais elle découvre. En fait, Elsa découvre qu'il y a un genre de mélodie en fait qui résonne et qui va l'appeler. Euh, alors que il y a un problème. Enfin, c'est genre un gros hiver, il me semble, mais j'ai un peu du mal à me souvenir, mais il y a genre une catastrophe qui risque de tomber sur le pays. Et donc, en fait, elle se rend compte que la seule moyen de trouver une solution, ben, c'est d'aller à la rencontre de cette voix qui l'appelle. Et donc, en allant à la rencontre de cette voix qui l'appelle, elle va rencontrer des esprits. Elle va surtout aussi rencontrer une ancienne peuplade qui est coincée dans le brouillard, dans la forêt. Voilà, c'est les éléments se déchaînent sur Arendelle. On a des spécialistes dans le chat. Et donc, en fait, elle va rencontrer les différents esprits qui contrôlent ces éléments. Et donc, elle va rencontrer une peuplade qui. Ouais, c'est Elsa qui provoque le bordel. Il me semblait bien aussi qu'il y avait un peu de ça là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, elle va rencontrer cette ancienne peuplade qui vit dans les bois. Et en fait, elle va aussi rencontrer ben, d'anciens soldats de l'armée d'Arendelle qui sont paumés parce qu'ils sont frappés par un genre de malédiction, en fait, depuis des années dans les bois, à mener des escarmouches contre l'autre tribu. Euh, alors qu'en fait, les causes du conflit n'ont plus lieu d'être depuis très très longtemps. La guerre entre les deux est arrêtée. Il y a plus vraiment de raison de continuer, quoi. Et donc, Elsa va essayer de comprendre pourquoi c'est le bordel. Et elle va découvrir un grand secret sur elle et sur sa sœur, mais surtout sur elle. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, ben, les autres personnages vont continuer à grandir et à trouver aussi leur voie. Mais on va dire que c'est le fil conducteur du film. Et donc c'est un film qui globalement est très plaisant par ses prouesses techniques déjà, par le fait aussi qu'il n'essaye pas de nécessairement. Moi je pense que c'est ça qui m'avait marqué le plus la première fois que je l'ai vu. Il n'essaye pas nécessairement de surempiler sur le premier en se disant on va faire Frozen 1 mais en deux fois plus impressionnant, en deux fois plus grand, en deux fois plus tout. Mais il va vraiment développer une intrigue qui se suffit à elle-même et qui conclut un peu les arcs laissés en suspens dans le précédent film. Euh, et ça, je trouve que c'est intelligent. C'est plutôt globalement bien écrit. Et voilà quoi, ça vaut la peine, d'être vu. Quoi, c'est un bon film d'animation Disney. Avec évidemment le fait que c'est un Disney, donc ça a parlé de thèmes bien précis. Euh, voilà, voilà. Et peut-être un petit détail que je peux rajouter, c'est que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va parler justement de l'absurdité de la guerre, notamment. C'est un film qui parle de l'absurdité de la guerre. Et notamment ben, de peuples qui s'entre-déchirent pour des intérêts qui ne sont pas vraiment les leurs. Sauf que ben, ça va éviter des écueils qu'on retrouve dans d'autres films, et je pense notamment à Wakanda Forever, qui est sorti entre-temps,
et qui est un film qui, en fait, déjà, comme il se passe dans un monde qui est très très proche du nôtre, ça rend les analogies beaucoup plus délicates, dangereuses et maladroites. Et en plus, le gros problème, c'est que c'est qu'il y a un côté très leçon dans Wakanda Forever qu'on ne trouve pas ici, par exemple. C'est vraiment plutôt, par exemple, enterrer les problèmes du passé pour reconstruire un présent qui est plus en phase avec la volonté de laisser ce genre de choses derrière soi, quoi. Voilà, voilà. Et donc c'est plus pertinent, c'est peut-être moins frontal dans la question politique, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Je trouve même qu'il y a des problèmes qui ne demandent pas forcément d'être traités toujours de manière ultra frontale. Donc voilà, franchement je le recommande sans hésiter. C'est pas mon préféré de Disney, mais c'est un Disney très sympa et très convaincant dans son genre. Interstellar, c'est un Nolan. J'ai déjà dit que moi, je suis pas ni un grand fan de Nolan, ni un grand détracteur de Nolan. J'aime généralement les films de Nolan qui sont les moins mis en évidence. Donc, c'est-à-dire Le Prestige, que je trouve vraiment sympathique. Il est un peu longuet, il n'a pas beaucoup de rythme, mais au moins, il tente des trucs, il est intéressant. Et alors, celui que tout le monde déteste, Tenet, que moi j'aime beaucoup, parce que c'est celui qui s'assume complètement comme étant un gros trip halluciné, qui n'essaye pas forcément d'avoir énormément de sens au-delà du fait de créer des images spectaculaires, des trucs dingues, de jouer avec des concepts un peu chez père, et de le faire avec une liberté totale. Ce qui est l'exact contraire d'Interstellar, qui se prend ultra au sérieux, et je pense que c'est le premier truc qu'on peut dire sur Interstellar, c'est que j'ai rarement vu un film qui se croit autant être le nouveau Messie, et c'est ce qui est très fatigant avec ce film. Donc, comment le décrire? Je vais m'aider à nouveau d'un résumé, je pense, parce que ça m'évitera de dire trop de conneries. Alors... Il est ici. En 2067, donc dans un futur proche, la Terre est devenue de moins en moins accueillante pour l'humanité plongée dans une grave crise alimentaire. Une humanité tellement résignée sur son destin que les écoles enseignent que les missions Apollo n'eurent pas lieu, blablabla, blablabla. On s'en fout. En gros, on a Cooper, qui est un ancien pilote de la NASA devenu agriculteur. Donc voilà, directement, ce sont tous très concernés. Voilà. Qui vit dans une ferme avec sa famille. Et notamment sa fille Murphy, âgée de 10 ans. Et il y a un espèce de bruit chelou, si je ne me trompe pas. Et du coup, la fille, dans leur maison, hein. Et la fille Murphy, elle croit que la maison est hantée, du coup, à cause de ce bruit. Et en fait, elle veut interpréter ce bruit parce qu'elle se rend compte qu'il y a des régularités, qu'il y a un code. Et Cooper, donc son père, arrive à interpréter ce code pour découvrir que ça, en morse, ça correspond à des coordonnées. Il se rend à ces coordonnées et découvre une base secrète de la NASA. Et dans cette base, en fait, ils sont en train de préparer la dernière mission qui permettra de sauver l'humanité. Cette mission, c'est une mission qui a pour but, en gros, de... Attendez, j'ai peur de dire des conneries et mon résumé ici est parcellaire. Donc, je l'ai vu au tout début du mois passé, hein, et je le trouvais déjà ultra shaper à l'époque. Donc, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Les scientifiques présents, dirigés par le professeur John Brand, informent Cooper de la découverte d'un trou de verre formé 48 ans auparavant à proximité de Saturne. Un trou de verre naturel d'une telle taille et durée étant impossible, les scientifiques ont conclu qu'il a dû être créé par une forme intelligente, peut-être celle qui a fourni à Cooper les coordonnées de l'installation, pour sauver l'humanité de l'extinction. Brand révèle à Cooper le but de la NASA, sauver l'humanité en trouvant une planète habitable alors que la Terre ne le sera bientôt plus. Donc, à l'aide du trou de verre en question. Hein. Alors, voilà, ça c'est l'idée générale, mais ce qui manque, il manque peut-être deux éléments principaux, qui sont que il y a deux plans. Donc, soit trouver une planète habitable qui va permettre en fait de sauver tout le monde,
Je vous rappelle qu'il y a plus... l'humanité est lentement en train de mourir parce qu'il y a des problèmes de, 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 de crise alimentaire. Donc, premier plan, en fait, c'est prendre toute l'humanité qui reste et la mettre sur cette planète. Deuxième plan, c'est, si c'est pas possible, en tout cas, prendre les gens qui sont dans la mission et coloniser une autre planète pour reprendre l'humanité en abandonnant tout le monde derrière. Et évidemment, ils arrivent à convaincre Cooper de participer à la mission, à la condition, évidemment, de respecter le premier plan, donc qui est de sauver toute l'humanité, y compris sa famille, quoi. Parce qu'il a une famille, il n'a pas envie de la laisser derrière. C'est la seule raison pour laquelle il accepte de participer. Le deuxième petit détail important, c'est que, en fait, comme le trou de verre permet de voyager très très loin, ben, il y a l'histoire de la relativité qui fait que, en fait, le temps va passer beaucoup plus vite, en fait, sur Terre pendant qu'ils sont partis, que le temps que eux perçoivent. Mais genre beaucoup beaucoup plus vite. Dans un certain moment, plus ils se rapprochent de la singularité qu'ils vont trouver, et plus ils vont, plus en fait le temps va passer vite. Donc voilà. Donc il y a un gros enjeu, il y a une espèce de calcul là derrière. Donc pour le reste du film, je vous préviens, je vais spoiler. Donc je vais quand même, je vous conseille de revenir dans 5 minutes ou de mettre ma voix en pause pendant 5 minutes parce que je vais spoiler rapidement. Si vous ne voulez pas être spoilé, si ça vous intéresse pas, enfin si le film vous intéresse pas, tant pis. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que en réalité, euh, Cooper va découvrir que le premier plan n'a jamais été vraiment une option et qu'en fait ils ont été envoyés pour coloniser une autre planète. Point. Sans espoir de retour. Et donc, comme il n'y a pas d'espoir de retour, quand il découvre ça, il pète un petit peu un câble. Et en fait, il y a tout un délire à la fin où il va réussir à trouver l'origine de cette mystérieuse force qui est entrée en contact avec lui, parce qu'il croit que c'est des hommes du futur, ou que c'est peut-être des extraterrestres, ou on ne sait pas trop. Et en fait, cette fois, il va découvrir que c'est lui, en fait, qui a réussi à trouver un espèce un truc qui a été laissé justement par des êtres très avancés qui vont lui permettre de sauver la planète et de notamment envoyer un message dans le passé à sa fille. Euh, et d'envoyer aussi un message directement à sa fille là maintenant pour voilà. Et comment dire? Attendez, je vais même prendre, pour ne pas dire de conneries, parce que là j'ai l'impression que j'ai déjà de nouveau dit des conneries. Je vais vous reprendre la fin du film devant dans ce que je dis. Donc, Cooper plonge dans le trou noir de Gargantua. Il s'éjecte de sa navette Ranger, blablabla. Derrière la paroi du Tesseract. Donc oui, il se retrouve dans un espace étrange, une nouvelle dimension en forme de Tesseract géant. Derrière la paroi du Tesseract, il voit la chambre de sa fille, où Murphy enfant est en pleurs et essaie de communiquer à travers les fibres de la paroi. Donc Cooper comprend qu'il était le fantôme de sa fille depuis le début. Le Tesseract met à sa disposition une infinité de chambres, chacune avec une temporalité différente, permettant de communiquer à l'époque qu'il désire au travers de la gravitation, la seule force pouvant traverser le temps et l'espace. Je ne sais pas si mon regard est assez appuyé. Voilà, je vais pas continuer très très longtemps ce délire. Il transmet donc à Murphy adulte devenu physicien au centre de la NASA. Je parle très vite, pardon, et j'articule pas. Il transmet donc à Murphy adulte devenu physicienne au centre de la NASA les informations quantiques de la singularité recueillies par TARS. C'est le robot, c'est l'IA qu'ils utilisent en fait dans la mission. En code morse et via une onde gravitationnelle déplaçant de façon irrégulière l'aiguille d'une montre qu'il lui avait laissée avant de partir. Sur Terre, Murphy identifie le message en morse sur la montre et recueille les données, blablabla.
Donc, grâce à ça, euh, en gros, ben, il va sauver l'humanité. Cooper est relâché du Tesseract, glisse dans le trou de verre ou dans une autre interaction avec le passé, il serre la main d'Amelia dans le vaisseau Ranger quand celui-ci traversait le trou de verre. Amelia, qui, si je me souviens bien, est la fille du professeur qui est parti en mission avec lui. Sauvé de justesse, des dizaines d'années se sont... Attends, non. Il se retrouve ensuite flottant dans l'espace avec Tars, près de Saturne. Des dizaines d'années se sont écoulées sur Terre pendant qu'il effectuait sa mission. Sauvé de justesse, il est emmené dans un cylindre O'Neill, orbitant autour de Saturne, nommé Station Cooper en hommage à sa fille qui a sauvé l'humanité. Ce cylindre est le complexe que le professeur Brown souhaitait faire voler en maîtrisant la gravitation des décennies auparavant. Se réveillant à bord de cette station orbitale, Cooper apprend que sa fille, très âgée désormais, vit encore. Il lui rend une dernière visite sur son lit de mort avant de voler une navette de la NASA pour repartir avec Tars à travers le trou de verre et rejoindre le docteur Amelia Brand sur la planète Edmunds. Pendant ce temps, Amelia, ignorant le destin de Cooper, met en place le plan B sur la planète du docteur Edmunds. Après s'être recueillie sur la tombe de son ancien amour, Edmunds, mort depuis plusieurs années dans un glissement de terrain qui détruit sa capsule et son caisson d'hibernation, elle enlève son casque puis rejoint un campement. L'air est respirable pour les humains, la planète est colonisable. Voilà. Donc si vous avez rien compris, c'est normal. Même en le regardant, c'est pas très compréhensible. Et au-delà du fait que c'est compréhensible ou pas, parce que je suis un peu de mauvaise foi évidemment sur le sujet, quand on est devant le film et qu'on est concentré, c'est compréhensible. C'est juste un peu tiré par les cheveux. Et il faut vraiment, faut prendre des notes par moment limite. Mais c'est très tiré par les cheveux en fait. Hein. Et au-delà du fait que c'est tiré par les cheveux, ce qui est très lourd avec le film, mais c'est qu'il se prend ultra au sérieux, quoi. On dirait en fait le genre de film un peu barge qu'on peut voir par exemple dans des festivals comme le BIF, mais genre cette fois premier degré, mais à 100%, quoi. Genre le mec, on dirait, il a écrit, il, il a écrit l'avenir de l'humanité, quoi. Hein. Et c'est ça qui est très, très frustrant quand on regarde Interstellar, moi je trouve, en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est l'impression vraiment que c'est censé être un message poignant, prenant, essentiel pour l'humanité, que c'est censé changer ta vie de regarder ça, que c'est censé être... alors que pas tellement, quoi. Je veux dire, il y a il y a beaucoup de libertés qui sont prises, notamment tout le dénouement, c'est complètement arbitraire, il n'y a pas de rationalité là derrière, c'est vraiment juste un délire arbitraire. Et, euh, et c'est pas divertissant, quoi. C'est ça le problème, du coup, c'est qu'en fait, il essaie pas d'être divertissant, il essaie juste de balancer ses grands messages. Et on sait même pas trop, c'est difficile même à dire, hein, c'est quoi le thème du film vraiment. Il y a l'amour filial, la confiance, euh, oui, la confiance intergénérationnelle notamment. Ça, c'est un gros thème qui revient et qui est assez intéressant, la façon dont il est traité quand même, parce que sa fille, genre, pendant qu'il est parti, et elle ne le voit pas revenir, forcément, parce que pour lui, le temps s'écoule très très vite. Euh, elle est très très fâchée sur lui. Elle pense qu'il a déserté et qu'il s'est sauvé sans essayer de la sauver. Ce qui d'ailleurs, c'est difficile d'y croire. Hein. C'est difficile de croire que sa fille pense vraiment ça parce qu'ils ont une très grosse complicité, quoi. Donc c'est assez bizarre. Mais c'est un thème intéressant, même s'il est traité bizarrement. Et, euh, et puis il y a ce délire de sauver l'humanité, de trouver une solution magique au fait d'avoir détruit la planète. Voilà, là aussi, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a un message écolo? Ben, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a un message technophile? Ben, ouais, en fait, il y a peut-être un message, genre la technologie nous sauvera. Ce qui est un message complètement con, n'importe qui se renseigne un petit peu sur le sujet sait que c'est pas une question de technologie ni de près ni de loin, qu'on a déjà plein de technologies qui peuvent nous sortir de l'ornière actuellement. C'est pas ça la question. Euh, c'est des questions de politique notamment et d'économie. Mais pourtant, le film arrête pas d'essayer de trouver des solutions miracles comme ça. Donc c'est bizarre aussi, quoi. Et moi, je veux bien ne pas voir le film comme un film à thèse,
Donc un film qui veut convaincre de sa vision des choses. Mais alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un film... en fait, on dirait un peu l'Odyssée de l'espace, au niveau du ton, donc de Kubrick. Hein. Mais, mais en fait, sans Kubrick pour la réalisation, quoi. Parce que Kubrick, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les plans sont millimétrés. Ça veut dire il y a des idées tout le temps, il y a de la symbolique tout le temps. Il y a, il y a des... Il y a moyen de prendre son pied ou de le trouver très chiant. Hein. Moi, personnellement, je suis pas parmi ceux qui trouvent que c'est un film délirant. C'est de loin de ceux que j'aime le moins de Kubrick. Mais par contre, je reconnais la maîtrise du gars. Mais Interstellar, ça se donne l'importance de 2001 l'Odyssée de l'espace, donc le côté le moins intéressant de 2001 l'Odyssée de l'espace finalement, sans avoir le côté le plus intéressant, c'est-à-dire l'esthétique et la maîtrise de Kubrick, quoi. Donc c'est juste 2 heures, plus de 2 heures, de Matthew McConaughey qui erre dans l'espace en pleurant parce que c'est un mauvais père, quoi. Donc voilà, on parlait du problème que l'Europe a avec la dimension réaliste, la notion de divertissement, mais c'est un problème qu'on peut retrouver dans d'autres cinémas que celui européen, quoi. Ça c'est clair. Donc voilà, après, je veux pas descendre le film de A à Z. Il a une très belle photographie. Il développe plein d'idées intéressantes avec audace. Mais moi, c'est clairement pas ce genre de Christopher Nolan là que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il part dans des délires et qu'il s'amuse, plutôt que les moments où où il nous délivre des grands messages sur l'humanité et où en fait on passe son temps à voir Michael Caine qui prend un air compassé et le personnage principal, ici Matthew McConaughey, qui chiale. Ouais, ça va, on a compris. Voilà, voilà. De nouveau, ça n'engage que moi. Le film n'est pas dégueu, loin de là, et je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. C'est juste vraiment clairement pas ma came. On va parler de 2 films de Michael Bay, qui est un réalisateur assez mal aimé pour d'assez bonnes raisons, on va pas se mentir non plus. Hein. Je sais que, curieusement, des gens comme Karim Debache, par exemple, aiment beaucoup, parce qu'ils trouvent que c'est une espèce d'esthétique de l'américanisme qu'il trouve très intéressante, et je trouve qu'il a pas tort, en réalité. Mais est-ce que ça en fait des bons films pour autant? Ça dépend des cas. Hein. Donc, Ambulance, sorti en 2022. Je vais vous prendre de nouveau un petit résumé parce que je l'ai vu aussi il y a un bout de temps. À Los Angeles, Will Sharp, on ne sait pas faire plus américain comme nom, est un homme sans histoire de la classe moyenne. Ancien soldat en Afghanistan, il a désespérément besoin de 231 000 dollars pour les soins médicaux de sa femme. Il contacte alors Danny, son frère adoptif au passé criminel, pour l'aider. Celui-ci le recrute pour participer à un braquage pouvant rapporter près de 32 millions de dollars, le braquage de la LA Federal Bank. Mais rien ne se passe comme prévu, leurs complices sont tués et les 2 frères tirent sur un officier de la police. Pour s'enfuir, ils volent une ambulance. À son bord se trouve Cam Thompson, une ambulancière, et l'officier de police mourant sur lequel ils ont tiré. Donc en fait, tout le film, ça va être, enfin, la plus grosse partie du film, ça va être les 2 frères qui sont en ambulance avec l'ambulancière qui les engueule et le mec qui est en train de mourir. Et donc le but c'est d'essayer de sauver le gars en question parce que c'est pas des mauvais bougres, les gars en question. C'est pas des trop mauvais bougres. Le frère qui organise le truc, c'est quand même un drôle de numéro. Hein. On le voit ici, hein, c'est Jake, et je vais mal prononcer son nom, Gyllenhaal, qui est un acteur que j'aime beaucoup par ailleurs. Hein. Il a quand même des très beaux rôles à son actif. Il est globalement assez convaincant. Hein. Là en tête, j'ai quoi? J'ai Ennemi de Denis. Bref, voilà, on s'en fout. Moi et les noms, c'est la merde toujours. Denis Villeneuve, je dis n'importe quoi. Ou alors Le Secret de Brokeback Mountain, hein, qui est aussi un très beau film, et plein d'autres choses. Et donc en fait il joue ici du coup un personnage qui est plutôt du genre méchant, ce qui n'est pas trop son registre d'habitude, et il le joue pas trop mal.
Enfin, on va dire c'est l'antagoniste, parce qu'il n'est pas vraiment méchant, du coup, c'est quelqu'un. Il essaye en fait de maintenir la position de on a vraiment besoin de cet argent et on va s'en sortir, on va trouver une solution pour enculer les flics. Alors que l'autre frère, il est plutôt en mode mais on a trop merdé, il faut arrêter les frais, etc. Et donc l'antagoniste, ça va clairement être lui. Hein. Euh, et elle, elle va essayer de sauver tout le truc. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est quand même un film qui repose sur l'attention constante dans cette course-poursuite en ambulance. Ce qui, sur le papier, peut être très sympa. Hein. En vrai, pourquoi pas. Mais ça fonctionne pas des masses, moi. J'ai trouvé, honnêtement, c'est un peu lourdingue. Et au bout d'un moment, on a compris le motif, on a compris l'idée, et on aimerait bien surtout que ça se termine et de voir où ça mène, quoi. Parce que je vous ai résumé le truc assez rapidement. Et honnêtement, à part ce que je vous ai dit, est-ce que vous pouvez deviner qui va compléter les interstices? Voilà, tout est dit, quoi. On est vraiment à un truc assez basique et pas non plus révolutionnaire dans la mise en scène, quoi. Vraiment spectaculaire, ça oui. Bon, c'est Michael Bay, c'est littéralement ça pour ça qu'il est connu. Mais voilà. Après, voilà, si on veut vraiment analyser thématiquement, il y a des choses intéressantes à dire. C'est-à-dire que on retrouve des thèmes qui sont très courants chez Michael Bay, notamment l'idée un petit peu de la désillusion face au rêve américain et de personnages qui vont du coup devenir les méchants de leur histoire parce qu'ils vont se laisser dépasser par la situation euh, et par leurs besoins d'argent notamment. Donc ça, c'est des thèmes qu'on retrouve. Ben, par exemple, on retrouve exactement les mêmes thèmes dans No Pain No Gain, qui s'appelle en réalité Pain and Game en VO, mais voilà. Euh, voilà, que dire de plus sur le film? C'est un petit peu un Pain and Gain bis, euh, sans beaucoup plus d'originalité, quoi. D'ailleurs, je vais en parler de Pain and Gain, du coup, comme j'ai plus grand chose à rajouter sur l'autre. Donc, peut-être préciser déjà qu'on a une distribution assez intéressante avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson ici. On a aussi, je reviens plus sur son nom maintenant. On a Anthony Mackie qui jouait dans We Have a Ghost. Donc, vous voyez, c'est le père en fait dans We Have a Ghost, c'est Falcon des Avengers. Et en fait, ici, il joue un bodybuilder avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, donc c'est des armoires à glace. Et je précise ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je parlais de We Have a Ghost, il y a une scène d'affrontement avec le grand méchant du film qui est un octogénaire. Et toute la famille perd contre lui, y compris le papa qui est un super-héros, un bodybuilder et tout ce que vous voulez. C'est Anthony Mackie, quoi. Je sais pas. Je comprends pas le délire de ce film, c'est dramatique. Bref, surtout qu'à la limite, s'ils avaient voulu le justifier, qu'ils le justifient, mais ils l'ont jamais justifié. Donc on est rendu avec ce final désespérant où un octogénaire va donner des coups d'épaule dans des portes qui vont exploser sous ses épaules et projeter les gens qui sont derrière à terre, les assommant sur le cou et des choses comme ça, quoi. C'est terrifiant de bêtises. Et donc voilà, No Pain No Gain. En gros, c'est quoi l'idée? C'est trois bodybuilders qui vont se rendre compte que le, un des clients de celui-ci, donc de Mark Wahlberg, si je ne me trompe pas, hein, pour ne pas dire de conneries, un de leurs clients qui est joué par Tony Shalhoub, donc l'acteur principal dans Monk, est plein aux as et qu'il y a un coup à faire pour récupérer son argent, pour récupérer de la thune très facilement et pour en fait sortir de cette vie de losers. Parce que c'est des losers, c'est-à-dire qu'en fait ils font du bodybuilding. C'est un sac intéressant avec ces personnages-là en particulier. Ces personnages font du bodybuilding parce qu'ils se sentent comme des losers et ils espèrent en fait se sentir mieux dans leur vie comme ça. Ils sont dans des délires de développement personnel, de, de, quasiment de secte. Il y a un truc qui ressort quasi de secte là-dedans aussi. Il y a de l'ultra-patriotisme et des délires comme ça, et une obsession pour justement le rêve américain. Et ils vont sortir de là avec une obsession de ne plus être des losers, quoi, finalement. Et donc, en fait, ils voient l'opportunité.
Et vraiment, la façon dans leur tête dont c'est présenté, c'est que c'est une opportunité. C'est pas genre un sale coup ou quoi. Donc ils vont essayer de, en fait ils vont pas essayer, ils vont kidnapper le gars pour récupérer son argent, en gros. C'est inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, c'est vendu comme tel. Même si il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Et donc, ils vont récupérer le gars, ils vont le kidnapper, ils vont réussir à obtenir son argent. Et en fait, ils vont prendre mais méga la confiance. Genre, ils vont s'installer dans l'ancienne vie du gars et tout. Vraiment en mode maintenant, ça y est, on est les patrons. Et c'est normal en fait. C'est ce qu'on a attendu toute notre vie patiemment. Et déjà, c'est très, entre guillemets, drôle. Parce qu'il y a cet univers très barré et très jusqu'au boutiste de ces, euh, ces bodybuilders complètement assumés, complètement dans leur délire. Ce qui donne un côté naturaliste un peu terrifiant. Et en fait, ils vont prendre la confiance et ils vont en fait, notamment le personnage de, de The Rock qu'on voit ici, de Dwayne Johnson, il va sombrer dans la drogue. Et ils vont tous avoir des délires bizarres en fait. Donc peu à peu, il va y avoir une chute, une descente sous enfer, etc. Voilà, scénario classique. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que les personnages principaux, les protagonistes, sont détestables. Sont vraiment détestables. Et pas pour de. Pas, y a rien à en tirer, quoi. Et en même temps, ils sont entièrement victimes de leurs conditions. Ils sont victimes du fait qu'ils n'ont pas de perspective, comme ils n'ont pas d'éducation, en fait, le seul truc sur lequel ils peuvent vraiment avoir un impact, c'est leur corps. Donc ils travaillent leur corps. Et ils évoluent en fait dans un truc, dans une propagande individualiste qui vire au délire de développement personnel, ce qui est en fait ce qu'on retrouve énormément dans la propagande libérale individualiste. On retrouve tout ce délire en fait il faut être la meilleure version de soi-même, il faut sauter sur les opportunités, elles se présentent parce qu'on l'a mérité et on le mérite parce qu'on les prend, etc., etc. Donc il y a tout ce délire où en fait ils s'auto-justifient dans leur montée en graine dans l'illégalité, dans la malveillance et dans la violence, uniquement parce qu'ils sont mal dans leur peau. Et donc il y a cette espèce de justification du mal par le fait qu'ils sont mal dans leur peau et par le fait que le, tout en fait dans la société les incite, en tout cas tout ce qui les entoure les incite à devenir ça. En fait, à aucun moment on a l'impression que ce sont genre des masterminds, genre des Moriarty ou des choses comme ça qui vont créer quelque chose de complètement de- qui vont créer un empire criminel intentionnellement. En fait, c'est pas ça qui se passe du tout, c'est tout. Il y a plein d'injonctions, il y a des publicités, il y a des gourous, il y a un contexte qui en fait va créer ce besoin de sortir de la situation par tous les moyens possibles, avec même une justification morale qui est que on ne crache pas dans la soupe, on ne crache pas sur les opportunités qui nous sont offertes, quoi. Et c'est extrêmement. Ça, là, par contre, c'est un Michael Bay intéressant. Et c'est peut-être la quintessence de ce qu'on trouve chez Michael Bay. Et ce que Ambulance fait un petit peu, mais sans avoir vraiment la nuance et le côté anti-héros qu'il y a dans Pain and Gain. Ça, c'est un film qui est délirant, qui est bourré d'idées, qui est pas parfait. Hein. Il y a des obsessions à la Michael Bay, notamment dans le spectaculaire et tout, qui parfois sont un peu lassantes. Et il y a aussi une condescendance vis-à-vis des personnages qui est parfois un peu bizarre, quoi. Parce que bon, t'es Michael Bay, tu fais de l'argent avec des films Transformers, d'où tu viens donner des leçons aux gens qui en fait essaient juste de vivre leur vie, quoi. Mais c'est quand même, enfin, qui finissent par perdre la notion du bien et du mal, quoi, parce qu'ils vivent dans un monde. Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est bizarre en fait d'avoir cette vision-là de la part de. C'est un peu bizarre qu'un mec comme Michael Bay donne ce genre de leçons. Et en même temps, c'est très cohérent avec l'univers qu'il développe. Mais sinon, le film est vraiment très très intéressant pour le coup. S'il y a bien un Michael Bay à voir, c'est celui-là, quoi. Voilà, voilà. Alors, Une chambre en ville, je vais en parler relativement rapidement, je pense.
Donc, je reprends mes petites fiches. Le film se déroule en 1955 à Nantes en pleine grève. François Guibault, un ouvrier gréviste, loue une chambre à Madame Langlois, veuve d'un colonel qu'elle n'aimait pas, ruinée par les frasques de son fils mort. L'appartement se situe dans la rue Roi-Albert, qui relie la cathédrale à la préfecture où manifestations et affrontements se déroulent entre les grévistes et les forces de l'ordre. Guibault a une liaison avec une ouvrière, Violette, qui tombe enceinte et veut se marier avec lui, mais il ne partage pas les sentiments de la jeune femme. Et alors le reste, je vais continuer tout seul parce que c'est plus facile maintenant. Il va faire la connaissance d'Edith. Edith, c'est une jeune fille qui est très malheureuse en mariage. Donc elle est mariée à un certain Edmond Leroyer qui est marchand de télévision. Et en fait, elle est tellement mal que elle se prostitue en fait par vengeance. Donc elle se balade avec un manteau de fourrure sous lequel elle est nue et elle se prostitue juste pour énerver son époux. Son époux qui est une raclure, hein, c'est un mec, il la menace de violence en permanence, mais quand je dis qu'il la menace de violence, c'est dès qu'il est fâché, il sort un couteau et il lui met sur la gorge, quoi, hein. C'est ce genre-là, c'est ce genre de crevure-là, quoi, hein. Donc, et on se rend compte en fait que Edith, c'est la fille de la logeuse du gréviste en question, quoi. Donc Edith et François, donc François le gréviste, décident de vivre ensemble, ce qui n'est pas du goût de la logeuse, qui est une ancienne aristocrate. Au cours d'une nouvelle dispute, alors qu'Edith vient chercher ses affaires, Edmond, donc le mari d'Edith, se coupe la gorge sous ses yeux. Elle se réfugie alors chez sa mère. Donc c'est un petit peu le contexte. C'est une comédie musicale entièrement chantée, un peu comme Les Parapluies de Cherbourg, qui est aussi un film de Jacques Demy, comme Une chambre en ville. Sauf que ici, ce qui est intéressant, c'est le contexte duquel on parle, quand on parle d'une grève qui est très dure, avec un personnage principal qui, qui, est, qui est vraiment en difficulté aussi. Et il y a un parallèle très fort entre le gréviste, d'une part, et la femme mal mariée, d'autre part, donc qui est soumise à son mari, en fait. Un mari qui se venge avec violence dès qu'il peut. Donc en fait, elle est en réalité prisonnière d'une personne influente. Et on a même ce motif de la mère d'Edith, donc qui est la logeuse de François, qui est une ancienne aristocrate, et elle-même en fait enfermée dans le nouveau, dans ce modèle, quoi. Et c'est assez intéressant de voir la façon dont finalement, c'est un film qui développe avec beaucoup de sincérité un propos social. Notamment, il y a des, il y a des, en fait, les grévistes vont scander des slogans en chanson, du coup, hein, genre police, assassin, des choses comme ça, face aux CRS qui sont en face d'eux. Et donc, c'est vraiment un très beau film, très étonnant, très bizarre, et assez peu connu aujourd'hui. On connaît beaucoup plus justement du même réalisateur, on connaît beaucoup des Parapluies de Cherbourg, que je trouve pour le coup beaucoup moins intéressant parce qu'il est très beau esthétiquement, c'est une prouesse technique, mais c'est un film qui va plus parler. D'ailleurs, j'en reparlerai parce que je l'ai vu en avril. C'est un film qui va développer des thèmes qui sont peut-être un peu moins frontaux, un peu moins radicaux, même s'ils ne sont pas inintéressants en réalité, mais j'en reparlerai. Mais par contre, Une chambre en ville, voilà, il met les pieds dans le plat, quoi, hein, il y va, hein. Donc un film très intéressant que je recommande aussi pour sa vision des choses, quoi. Dans les comédies musicales, on va passer aux deux films Blues Brothers de John Landis. Donc, ce sont des films qui viennent d'où? En fait, en gros, il y a Dan Aykroyd et John Belushi, donc qu'on voit ici, hein, qui sont en fait des animateurs historiques du Saturday Night Live, donc une émission qui est quand même très populaire aux États-Unis encore aujourd'hui, qui a notamment une dimension humoristique forte, hein. Il y a beaucoup de sketchs très très connus qui nous viennent du SNL, notamment avec plein de grands acteurs, des choses comme ça. Moi, je suis par exemple très très fan du groupe parodique de musique Lonely Island, que je vous laisserai aller googler pour voir de quoi il s'agit.
Et John Belushi et Dan Aykroyd, donc ils ont créé ces personnages des frères Blues, qui sont des espèces de musiciens comme ça qui prennent un air de mafieux, mais qui sont des musiciens de blues essentiellement, et qui partent en fait, c'est ça en fait on va dire le gros ressort comique, c'est qu'ils partent dans des espèces de performances très très vives et très très dynamiques, alors que leurs personnages ont l'air très tendus comme ça. Donc dans le premier Blues Brothers, on a un des deux frères qui sort de prison sous la garde de l'autre parce que voilà, il a fait un sale coup. Et tous les deux en fait se rendent dans l'orphelinat où ils ont grandi, élevés par des sœurs, pour se rendre compte qu'en fait celui-ci va péricliter et que la seule façon de le sauver, ça va être de payer des arriérés qui se chiffrent, il me semble, j'avais vu tout à l'heure en préparant le live, à 31 000 dollars, quelque chose comme ça. Et donc en fait, sauf qu'il y a une contrainte, c'est que c'est un orphelinat qui est tenu par des bonnes sœurs, et elles refusent en fait que qu'ils récoltent cet argent en se comportant mal. Donc ils veulent que cet argent soit gagné honnêtement. Donc ils vont chercher des moyens et tout. Notamment au début, ils vont arriver dans une église et il y a une espèce, enfin il y a du gospel, il y a beaucoup d'ambiance et en fait ils vont voir là une espèce de révélation qui est que ils vont effectivement récolter cet argent au nom du Seigneur et par la musique en fait. Donc ils vont reformer leur groupe de musique et donc le film consiste en grande partie à rechercher les anciens membres pour les convaincre de venir. Et chaque ancien membre sera l'occasion d'une pièce musicale dont certaines sont devenues ultra cultes. Il faut aller les voir sur YouTube notamment, il y a des choses assez impressionnantes, hein, assez connues. Et en fait c'est un gros morceau on va dire de la culture populaire américaine qui est peut-être un peu moins connu chez nous, encore que, alors que voilà, ça a quand même pas mal marqué les esprits. Je vais pas trop développer sur le sujet parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire, sauf que c'est des films très très ambitieux. Notamment, ici il y a une voiture de police parce que évidemment ils vont essayer de faire les choses honnêtement, mais ça va pas marcher, hein. Il n'y a rien qui va marcher. Ça va partir dans des situations de plus en plus absurdes. Ils vont littéralement se retrouver avec des néo-nazis en uniforme et tout, qui vont leur courir après, et des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, il y a beaucoup de carambolage, notamment un carambolage qui a été pendant très longtemps le record d'Hollywood, il me semble, donc avec 13 voitures, je pense, un truc comme ça. Et voilà, il y a cette culture du film dans le film de la surenchère qui est assez impressionnante. Et certains numéros musicaux, notamment, montrent des performances assez intéressantes. Ce qui est d'ailleurs le cas aussi de Blues Brothers 2000, même si globalement il est beaucoup moins apprécié de la critique, parce que déjà il y a 18 ans entre les deux, donc c'est pas évident. Il y a 18 ans entre les deux, mais en plus il y a aussi la mort de John Belushi entre temps. Donc John Belushi qui est tombé dans la drogue et qui est mort très très vite en fait après le premier film. Et voilà, il y a un hommage notamment dans le film à lui. Donc voilà, et le Blues Brothers 2000, c'est un film qui essaie pas d'être beaucoup plus qu'une suite. Il y a des choses qui sont très sympathiques, d'autres beaucoup moins. Notamment, il y a des pièces musicales qui sont ouvertement des clins d'œil, voire des références, voire des redites de scènes du précédent. Sauf que c'est très compliqué en fait de garder. Enfin, du coup, la démarche n'est pas bonne parce que tu encourages les gens à venir comparer et à venir critiquer ce que tu as fait. Et effectivement, du coup, les gens ils voient surtout la première version qui était plus engageante, plus intéressante, plus nouvelle, plus surprenante. Donc c'est souvent délicat. On a aussi ce gimmick un peu bizarre d'avoir introduit un enfant dans le groupe, du coup il va y avoir des moments où il y aura des gros plans sur l'enfant qui danse ou qui chante en mode un peu Michael Jackson, ou alors même pourquoi, enfin, de manière générale c'est un petit peu, on pourrait dire que c'était la mode à l'époque, hein.
Dans les années 80-90, on avait souvent l'idée de rajouter un enfant dans une formule qui marchait. Un exemple très stupide et très connu, c'est le Scrappy-Doo de Scooby-Doo notamment. Mais tout ce qui avait bien marché concrètement, il y avait une version enfant dans tous les domaines, ce qui pouvait vraiment saouler. Et là, du coup, ça n'a pas manqué. Il y a ce personnage-là. Et il y a quelques numéros dans Blues Brothers 2000 qui sont très très sympathiques. Mais globalement, c'est un petit peu une version bis et moins inspirée du premier, quoi. Donc à conseiller surtout aux gens qui veulent vraiment, qui sont fans de l'univers, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un univers, ou qui sont curieux simplement. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, il y a pas de valeur ajoutée, c'est juste un film à sketch, dont une grande partie des sketchs sont musicaux, et du coup, ben, ça passe ou ça casse, et globalement, ben, il y a une version supérieure qui a été faite, quoi. Il y a une version supérieure qui a été faite, qui est considérée comme un monument. Donc peut-être que la formule telle quelle, c'était pas forcément une bonne idée. Alors The Warriors, Les Guerriers de la Nuit en français, c'est un film de Walter Hill, qui est un très bon film. Donc Walter Hill, j'en ai déjà parlé, en fait il a fait le film Driver, dont j'ai parlé la fois passée, qui est un film de course-poursuite et tout, qui a beaucoup marqué, qui a notamment été un des modèles de Baby Driver, entre autres. Et alors Warriors, c'est un film complètement dingue. Déjà, le principe de base est complètement dingue. En gros, c'est une espèce de New York dystopique, avec une petite subtilité, c'est que dans ce New York dystopique, les gangs sont devenus omniprésents. Donc il y a un petit peu, c'est même plus que des gangs en fait, c'est devenu quasiment des tribus en fait. Hein, comme là aussi on pourrait dire c'était la mode à l'époque. On voyait beaucoup ce genre de délire là. Et en fait, à un moment donné, il y a un gars qui est un leader charismatique qui a décidé de faire ce que personne n'avait réussi à faire auparavant, c'est-à-dire réussir à convaincre tous les principaux gangs de se réunir pour une réunion au sommet. Donc ils ont tous eu comme consigne d'emmener 10 personnes non armées à cette réunion. Donc tous les grands gangs envoient 10 personnes non armées à la réunion. Et le but, c'est de les convaincre de ne plus s'entretuer, de fonctionner selon une espèce de principe semi-démocratique, en tout cas de s'organiser entre eux et de plus se tirer dans les pattes. Et donc il est un peu vu comme une espèce de Gandhi, Gandhi des gangs, Gandhi, on pourrait dire, hein, voilà. Ne me remerciez pas pour cette image. Sauf qu'il se fait tuer. Il se fait tuer, genre, il a même pas fini son discours qu'il se fait tuer. Sauf personne n'est censé avoir d'armes. C'est un peu la merde. On pète un câble. Et il semblerait que le tueur soit un des warriors. Un des warriors. Donc qui est un des gangs. Un des 10 qui sont venus pour le gang. Sauf que c'est pas vrai. Les warriors n'ont rien fait. Mais dès qu'ils ont quitté la réunion, ils se font poursuivre par tous les gangs de New York. Et ils doivent essayer de regagner leur territoire en survivant. Et c'est marrant parce qu'il y a un... Déjà, il y a une espèce de surenchère dans le film qui est complètement dingue. Il y a ce délire d'avoir 10 gars comme ça. Ça fait très, très animé, en fait, très shonen. Il y a genre 10 gars et ils doivent survivre. Genre contre la ville entière, quoi. Donc le principe du film, c'est ça. C'est assez fou. Et donc les gangs, évidemment, ils se baladent tous avec des signes, des signes qui sont excessifs. Hein. C'est une version dystopique, exagérée et tout. Donc ils ont tous des espèces d'uniformes et des machins comme ça. Et donc le film va raconter cette course-poursuite de survie à travers la nuit. Je trouve ça hyper sympa. Parce que l'univers est intéressant, parce que c'est beau, parce que c'est esthétique, parce que c'est engageant en fait, il y a beaucoup de suspense et il y a vraiment un goût de la surenchère et de l'excès qui moi me plaît beaucoup. Et donc franchement, je vais pas beaucoup plus en parler que ça parce qu'en fait j'ai dit le principal déjà, mais je le recommande sans hésiter. Et maintenant, on va aller sur le dernier.
Le dernier, c'est Atomic Blonde, qui est un film de David Leitch. David Leitch, dont j'ai déjà parlé. C'est un gars même assez connu. Hein. C'est notamment le réalisateur de Bullet Train, dont j'ai parlé. C'est aussi le réalisateur de... Un des co-réalisateurs, pardon, de John Wick, premier du nom. Et alors, John Wick, j'en ai parlé, notamment en parlant du fait que Sisu était un peu un John Wick-like. Et Atomic Blonde, c'est exactement la même chose. C'est un John Wick-like qui s'assume comme tel et qui propose d'ailleurs des scènes de baston qui sont plutôt pas mal, il faut bien le dire. Notamment certaines sont assez remarquables, très très organiques, violentes et tout. Elles marchent très très bien. Donc on trouve notamment dans le rôle principal Charlize Theron qui est notamment connue pour son rôle dans Mad Max Fury Road. Et moi personnellement, je suis pas hyper fan d'Atomic Blonde, mais je vais expliquer pourquoi. Donc en gros, le contexte, c'est que ça se passe peu avant la chute du mur de Berlin. Ça se passe à Berlin même, parce qu'en fait, le personnage joué par Charlize Theron essaye de récupérer pour la CIA euh, si je me souviens bien, une micropuce qui contient en fait le nom de tous les agents doubles qui se trouvent en Russie soviétique à ce moment-là. Et avec la crainte en fait que si ça tombe aux mains des Russes, ils vont se faire flinguer. Et donc en fait, elle est à Berlin en train d'essayer de courir après ce truc-là. Il y a des informateurs et des machins, des trucs. Et donc tous ces espions et tout s'entretuent pour essayer de récupérer ce fameux microfilm. Donc c'est un petit peu le principe. Bon, déjà c'est pas le plus original des films. Il souffre notamment en fait d'un des problèmes centraux des films d'espionnage, c'est qu'il est très peu lisible. C'est-à-dire qu'en fait l'intrigue part dans tous les sens, il y a des histoires de oui mais machin dit que, truc bidule, et alors ils savent pas s'ils peuvent se faire confiance, et ils se jaugent, et ils se tournent autour, et il y a un truc très posture, très James Bond, mais sans forcément avoir ce côté de James Bond, allez, sans complexe, qui aujourd'hui fait un peu grincer des dents, mais qui est dans l'ADN du truc, quoi. Et du coup, ben, oui, il y a des très belles scènes de combat notamment, mais il y a un film qui est surtout assez confus, assez longuet pour pas grand chose en fait, du coup, parce qu'il tourne en rond autour de cet objet à récupérer. Voilà. Et, euh, et voilà, moi je suis pas très fan. Je suis pas très fan et ça m'a pas beaucoup convaincu. Et le seul truc dont je dois encore vraiment parler par rapport au film, c'est une scène qui est très connue d'ailleurs. Une scène en fait où le personnage de Charlize Theron tombe amoureuse, on va dire, un bien grand mot, parce que ça se passe très très vite tout ça, d'une informatrice qui est une espionne française. Et il y a une scène d'amour entre les deux espionnes qui est une scène de qui est clairement à destination des hommes. Je, j'ai pas envie forcément de détailler énormément en live là maintenant pourquoi c'est une scène qui est à destination des hommes, mais c'est évident que c'est une scène qui est à destination des hommes. Un exemple que notamment on peut mettre en évidence, c'est il y a des moments où elles sont en train de s'embrasser, où elles se lèchent le visage avec un côté langoureux comme ça, qui fait film porno, on va pas se mentir. Et en fait, la scène est de ce ton-là, hein, tout du long. Alors oui, oui, c'est une scène érotique, voilà. En tant que scène érotique, elle fonctionne, mais bon, c'est un peu gênant en fait d'avoir une scène, surtout dans un film aussi récent. Hein, c'est un film de, de 2015, je pense, un truc comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, excusez-moi, hein, je vérifie mes informations pour ne pas dire de bêtises. 2017. Donc c'est un film de 2017 qui fait de la fétichisation de lesbiennes.
un film grand public et tout, quoi. Je trouve ça un peu bof, honnêtement. C'est pas le seul truc qui me gêne dans le film. Disons que si c'était le seul truc, je pourrais plaider la maladresse en me disant que le réalisateur a donné de très mauvaises consignes à ses actrices et à ses superviseurs de scènes intimes et tout ça. Mais voilà, l'ensemble du film est assez peu convaincant, à part deux trois scènes de baston un peu réussies. Euh, c'est un peu, c'est un peu décevant. D'ailleurs, le film n'a pas beaucoup fait parler de lui. Il n'y a pas tant convaincu que ça, ni le public, ni les spectateurs. Et si, les raisons sont évidentes, hein. On sent que le film essaie très fort en fait de plaire, à un point où en fait il lui manque un ADN et où en fait il commet ce genre de maladresse à répétition parce qu'il est il est dans la drague lourde, la drague lourde de public. Voilà, voilà. Donc c'est gênant et c'est pas terrible. Et avec ce film, j'ai fait le tour de ma petite shortlist ici. J'ai mis plus longtemps que je le pensais, comme d'habitude, mais je pense que je me suis un peu perdu dans les Ghibli. J'ai parlé beaucoup d'Interstellar, pas mal de No Pain No Gain. Et dans les films de cette petite liste-là, moi j'ai envie de mettre en évidence Une chambre en ville. Je vais choisir qu'un seul des Ghibli, ce sera donc Le château ambulant, même si les deux le méritent. No Pain No Gain parce qu'il est assez original. Et alors The Warriors et éventuellement The Blues Brothers. Donc ça c'est ma petite sélection de films que je recommande particulièrement de voir. Je précise, je rappelle de nouveau que notamment les Miyazaki sont très faciles à trouver, notamment sur Netflix, donc je vous les conseille sans hésitation. Et donc voilà, ça conclut mon petit cinéma du jour. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je pense que maintenant que ça c'est fait, on peut partir, si vous êtes chaud, sur un petit peu de Resident Evil 4. Moi je vais peut-être jouer un petit peu maintenant. Je vais couper le live sur les films, donc merci à tous d'être venus. Pour rappel, je suis toujours très actif sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce que j'y mets. Je vais faire encore un prochain stream cinéma pour clôturer les derniers films qui sont ici. Ce sera la semaine prochaine. Je ferai aussi un débriefing du BIF. Et voilà, je vous parlerai un peu plus de mes projets pour la suite. Voilà, donc c'est tout pour le stream cinéma. Salut aux gens qui verront ça en